Alors bonjour, je vous invite à vous lever pour accueillir le ministre de la Justice, M. Bertrand Saint-Arnaud. Responsable de la région de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé, M. Gaétan Lepierre. Le maire de Percé, M. Bruno Cloutier. Madame le préfet, Mme Diane Leboutillier. La bâtonnière du Québec, Mme Joanne Brodeur. Le bâtonnier de Meaux, Maître Henri Gerfagnon, suivi de deux anciens bâtonniers de Meaux, Maître Marie-Christine Winhofer et Maître Sylvain Le Breton. Maître Pierre Lévesque, à titre de représentant de l'Association des avocats et avocats de province. Maître Marie-Ève Landreville, le présidente des Jeunes barreaux du Québec. Et finalement, Maître Céline Nadeau, représentante du Jeune barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, les îles de la Madeleine. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de la rentrée judiciaire que je déclare ouverte. Monsieur le juge en chef associé de la Cour supérieure, honorable Robert John. Madame la juge en chef de la Cour du Québec, honorable Elisabeth Porté. Monsieur le juge en chef associé de la Cour du Québec, honorable Mario Tremblay. Monsieur le juge en chef adjoint, honorable Claude Boulanger. Madame la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, honorable Daniel Côté. Monsieur le maire de Percé, M. Bruno Cloutier. Madame le préfet, Madame Diane Leboutillier. Mesdames et messieurs les juges de toute juridiction. Madame la bâtonnière du Québec, Madame Joanne Brodeur. Monsieur le bâtonnier de Meaux, Henri Gerfagnon. Et Mme Marie-Christine Winhofer et M. Sylvain Le Breton, ancien bâtonnier de Meaux. Mme Marie-Ève Landreville, présidente de l'Association des Jeunes barreaux du Québec. Madame la présidente du Jeune barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Maître Pierre Lévesque pour l'Association des avocats et avocats de province. Distingués invités. Aujourd'hui, c'est un insigne honneur pour nous de vous accueillir à Percé. En votre distinguée présence, nous allons d'abord souligner avec fierté un triple anniversaire. En effet, le district judiciaire de Gaspé cumule cette année 225 ans d'existence, alors que la Cour du Québec franchit 25 ans d'exercice et que la Cour supérieure approche les 165 ans. C'est bien ça? Ensuite, nous procéderons à la très attendue signature de la Convention de jumelage avec nos collègues de Meaux. Mesdames, Messieurs, votre présence à cette importante cérémonie nous réjouit. À titre de bâtonnière représentant quelques 230 avocates et avocats de notre dynamique section, englobant le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie ainsi que les îles de la Madeleine, je vous en remercie. L'histoire judiciaire du district de Gaspé s'amorce le 24 juillet 1788. Le chef-lieu du nouveau district est Percé, puis ce district va s'étendre graduellement à toute la Gaspésie jusqu'à l'intégration des îles de la Madeleine en 1843. Ce district judiciaire vient au 3e rang relativement à son ancienneté, après ceux de Montréal et de Québec. Dans le domaine judiciaire, comme dans toutes les activités sociales,
L'histoire et la géographie sont des sœurs jumelles. Inséparables, elles s'influencent mutuellement. Ainsi, la Gaspésie étant une région éloignée, Percé était une localité isolée où il n'était aucunement aisé d'intervenir avec assiduité pour y exercer la justice. Pourtant, c'est de ce contexte particulier qu'a émergé une pratique de la justice dont nous sommes fiers aujourd'hui, et cela grâce notamment aux 25 ans de présence effective de la Cour du Québec et aux 164 années d'intervention de la Cour supérieure. Mesdames, Messieurs, nous le savons tous, l'histoire vraiment signifiante est celle qui se construit dès aujourd'hui, ici et maintenant. Or, le barreau de notre section a une vive préoccupation qui est celle toute prioritaire d'obtenir un poste de juge permanent résidant de la Cour supérieure dans les districts de Gaspé ou de Bonaventure. Rappelons que l'honorable Jean-Roch Landry a été, ici présent d'ailleurs, a été nommé juge puné de la Cour supérieure pour le district de Québec dans la province de Québec, avec résidence dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat de cette ville, le 5 juillet 1994. Le 7 août 1996, le gouvernement du Québec a approuvé par décret la résidence du juge Jean-Roch Landry à New Carlisle, et le gouverneur général en conseil a approuvé ce lieu de résidence. Cependant, en juillet 2009, le juge Jean-Roch Landry est devenu juge surnuméraire et aucun juge puné avec résidence en Gaspésie n'a été nommé pour le remplacer. En conséquence, nous recherchons un amendement à la loi sur les tribunaux judiciaires afin qu'un juge puné de la Cour supérieure soit nommé avec résidence à Percé au New Carlisle ou dans le voisinage immédiat de ces lieux. S'il est vrai qu'un décret nouveau pourrait régler la situation à court terme, l'amendement recherché à la loi sur les tribunaux judiciaires assurerait aux contribuables des districts de Gaspé et de Bonaventure une accessibilité permanente à la justice. L'amendement recherché à la loi sur les tribunaux judiciaires ne peut être que la marque de reconnaissance par excellence pour souligner les 225 ans du district judiciaire de Gaspé. Le barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, île de la Madeleine, fonde sa démarche sur la conviction unanime que l'accessibilité à la justice doit se traduire par la coordination des dossiers au sein même de la région. Or, nous constatons que la distance qui sépare la Ville de Québec des districts judiciaires de Gaspé et de Bonaventure constitue dans les faits un obstacle réel à cette accessibilité. Favoriser l'accessibilité de tous à la justice, nous en sommes convaincus, est un souci constant de l'actuel ministre de la Justice. Voilà pourquoi nous sommes convaincus, Monsieur le ministre, que vous saurez donner suite à cette requête. Monsieur le ministre de la Justice, nous avons ici une première occasion de vous remercier, en présence des membres de notre section, pour l'annonce du projet de près de 73 millions de dollars des travaux d'agrandissement et de rénovation du palais de justice de Rimouski. Je vous assure, Monsieur le ministre, que nous attendons avec impatience le début des travaux, j'oserais dire le premier coup de marteau, prévu pour février 2016. Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer la réelle fierté qu'a le barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, île de la Madeleine, également, de se jumeler au barreau de Meaux. C'est le rayonnement de leur qualité et le poids qu'a la tradition juridique et législative de chacun des deux pays qui porte l'intérêt de chaque barreau à prendre connaissance des règles qui régissent ici et là le fonctionnement de la profession d'avocat. Le jumelage auquel nous nous apprêtons à procéder représente pour nous une opportunité fantastique d'élargir mutuellement nos horizons dans le partage d'une activité dont la finalité est commune, puisqu'il s'agit pour eux, comme pour nous, de rendre justice. Cependant, l'historique et l'idéologie qui prévalent de part et d'autre sont nettement différents. Or, c'est justement dans ces différences que se trouve un véritable enrichissement réciproque qui nous tarde de partager. Ce sont des liens solides d'amitié et un vif désir d'échange interculturel grandement favorisé par une langue commune
qui sont à l'origine de ce souhait réciproque du barreau du Bois-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-Madeleine et de celui de Meaux. À cet instant, pour poursuivre le déroulement de la cérémonie, j'inviterai sans plus tarder Maître Pierre Lévesque à vous adresser la parole en tant que représentant de l'Association des avocats et avocates de province. Par la suite, j'inviterai Maître Henri Jartagnan. Merci, Maître Duguay. L'ordonnance n'est pas encore prononcée, mais je prends de l'avance distinguer les invités pour raccourcir le protocole, évidemment. Il me fait grandement plaisir aujourd'hui d'être parmi vous à Percé pour représenter l'Association des avocats et avocates de province, et particulièrement son président actuel, Maître Éric Beauchesne de Trois-Rivières, dans le cadre de cette cérémonie entourant la rentrée 2013-2014 de notre section. Je profite de l'occasion pour souligner un ancien président de notre association, Maître Paul de Boutillier, de même que tous ceux qui siègent ou ont siégé au conseil de l'association ou encore au conseil de notre section. L'AAP, c'est plus de 7000 avocats et avocates pratiquant dans 13 et 15 sections du Québec, à l'exception de celle de Montréal et Québec, évidemment. Comme la plupart d'entre vous le savez, la mission de l'association est de regrouper tous les avocats de ces 13 sections, quel que soit leur genre de pratique, et ce, dans le but d'assurer une justice en région sans cesse meilleure, de façon à ce que chaque justiciable, où qu'il réside, soit traité de la même façon. S'ajoute à cela la représentation et la défense des intérêts des avocats qui y pratiquent, pour leur permettre de bénéficier des mêmes services que ceux offerts dans les grands centres, que ce soit en s'assurant du contenu de l'offre du barreau dans le cadre notamment de la formation continue obligatoire, ou en participant aux différents comités mis en place par le barreau, ou à l'initiative de la magistrature ou du ministère de la Justice. L'AAP et ses administrateurs vous permettent d'être entendus. Ainsi, les décisions prises par nos instances le sont dans le respect des différences et des particularités régionales et même locales. À l'heure des solutions alternatives et de la réforme de la procédure civile, il apparaît toujours important d'être au cœur des changements, plus particulièrement ceux qui visent à accorder une plus grande accessibilité aux justiciables. C'est donc dans cet esprit que l'Association des avocats et avocats de province entend continuer à collaborer avec les différents partenaires du monde de la justice pour que les objectifs fixés soient atteints. Depuis un certain temps, je dirais même depuis quelques années, nous entendons régulièrement les intervenants du monde de la justice, que ce soit les ministres de la Justice, la magistrature ou encore le barreau, évoquer que notre système judiciaire a besoin d'être amélioré. L'AAP dit oui à une justice plus accessible, mais pas à n'importe quelle condition, et surtout pas en diminuant la place occupée par nos membres. Nous croyons donc que les différentes propositions qui sont faites doivent ajouter de la valeur à nos interventions et non pas avoir seulement l'effet de majorer les dépenses déjà importantes de nos clients. De même, il apparaît important pour Maître Beauchesne de rappeler que chaque fois qu'une section peut intervenir pour assurer le maintien de la justice en région, l'Association des avocats de province est solidaire et veille à ce que soient trouvées des solutions appropriées. Je vous invite donc à contacter Maître Beauchesne ou à contacter notre partenaire Maître Duguay si vous en sentez le besoin, surtout si la problématique risque d'affecter d'autres sections de notre province. Bien que cela ne soit pas nécessairement un critère. De plus, rien ne limite les interventions de l'association aux seuls tribunaux judiciaires. Soyons donc, je vous demande, soyez donc proactifs et fiers d'être membres de notre belle profession. En terminant, Maître Beauchesne tient à remercier Maître Duguay pour son invitation et il s'excuse de son absence et souhaite à tous une excellente rentrée judiciaire. Merci. Alors, je remercie Maître Lévesque et j'inviterai maintenant Maître Henri Jartagnan à s'adresser à vous.
Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, distingués invités, mes chers confrères, je suis très honoré de prendre la parole devant votre Assemblée à l'occasion de cette rentrée judiciaire au cours de laquelle nous acterons officiellement le jumelage des barreaux de Meaux, principal barreau du département de la Seine-et-Marne, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, et celui du bassin normand de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je dois tout d'abord rendre hommage aux artisans de ce jumelage. Pour le côté français, Mme le bâtonnier Viennefeur et M. le bâtonnier Le Breton, à qui l'on doit l'initiative et la mise en place de cette relation. Pour le côté québécois, Mme le bâtonnier Lajoie et Mme le bâtonnier Duguay, qui ont su nous répondre favorablement et surtout nous accueillir si chaleureusement, ce qui a déterminé notre volonté d'aboutir. Qu'ils en soient remerciés publiquement. Un jumelage est la recherche d'un jumeau, c'est-à-dire un interlocuteur suffisamment semblable pour qu'un échange puisse s'établir sans trop de difficultés, mais aussi suffisamment différent afin qu'une confrontation puisse s'opérer. Selon ces deux critères, notre relation est presque idéale. Parmi les points communs, la langue, bien sûr, vous l'avez dit, Madame Duguay, mais aussi une histoire et une culture partagées, des pratiques juridiques accessibles à la compréhension réciproque et presque immédiatement, comme nous avons pu le vérifier lors de notre premier voyage au mois de novembre, et des enjeux sociétaux identiques. Je n'en citerai que deux: l'intégration à des niveaux comparables dans la mondialisation des échanges, et beaucoup plus près de nos territoires, ce qui me paraît une image assez exemplaire, l'exploitation sur le sol de nos territoires respectifs des ressources énergétiques individuelles, parce que, peut-être ne le savez-vous pas, mais sur le territoire de nous, nous avons du pétrole et nous avons aussi du pétrole de schiste, ce qui introduit un débat sur son exploitation, comme j'ai pu le lire dans les journaux, sur votre propre territoire, ce qui m'a paru être un signe de similitude. Parmi les singularités, une organisation des pouvoirs publics totalement différente. Et la principale difficulté pour un Français me paraît être la compréhension réelle de votre système fédéral. Des traditions juridiques opposées, puisque vous appartenez aussi au monde de la common law, et d'une manière générale, tout ce qui sépare les Américains, excusez la familiarité, des Européens. C'est dans ce balancement entre ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie que doit s'inscrire un questionnement jumelé sur nos pratiques professionnelles. Je ne prendrai qu'un exemple volontairement général. Depuis une trentaine d'années, le droit européen, qui prime sur le droit national français, comme sur celui de tous les pays d'Europe, est le principal moteur du changement du droit français. L'entrée de ce qui peut être qualifié de fédéralisme juridique a été pour nous un bouleversement dans notre ordonnancement juridique qui a profondément modifié l'application du droit et nos pratiques professionnelles. Les vôtres s'insèrent dans un autre fédéralisme, plus ancien, qui vous est naturel, ce qui n'est pas notre cas. Je crois qu'une confrontation sur le thème en question nous enrichirait grandement et nous permettrait de dégager des solutions originales. Voilà ce que nous proposons de construire dans ce jumelage. Un échange entre des praticiens de droits différents, appliqués dans des sociétés différentes, soumises à des problématiques identiques, ce qui nous permettra de jeter un autre regard sur nos exercices professionnels et certainement de les améliorer. Nous sommes venus avec la volonté d'œuvrer à ce chantier et j'attends pour ma part avec impatience la prochaine étape. Je vous remercie de votre attention. Merci, Maître Jean-Fayon. Il me fait plaisir maintenant de demander à Maître Joanne Brodeur, bâtonnière du Québec, de bien vouloir prendre la parole. Distingués invités, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, cette année le thème c'est l'éthique et la déontologie, clé de la confiance dans notre profession.
Selon le dictionnaire Robert, le terme « rentrée » signifie une reprise des fonctions, des activités de certaines institutions après une interruption, définition qui est logique et connue. Cependant, dans le monde agricole, d'où je suis issue, la rentrée, toujours selon le Robert, est l'action de mettre ou de remettre à l'intérieur ce qui était dehors pour le mettre à l'abri. La rentrée des récoltes en est un bon exemple. Je trouve cette définition intéressante et vous me pardonnerez certaines analogies agricoles. Remettre à l'intérieur donc, mettre à l'abri. La rentrée judiciaire, rituel annuel de la communauté juridique, nous donne-t-elle ce sentiment sécurisant et réconfortant d'entrer dans nos terres, de nous remettre à l'abri? Non, nous savons qu'il n'en est rien. La justice, ou plutôt l'appel à la justice, est dans tous les médias populaires. La profession ou les professions sont ébranlées par des scandales diffusés en continu et rentrée après rentrée, nous référons aux menaces externes qui guettent la profession juridique. Des menaces telles que le décrochage judiciaire, l'augmentation du nombre de personnes se représentant seules devant la cour et l'effritement de la confiance du public dans nos institutions. Que pouvons-nous faire? La tâche nous semble colossale. Changer et agir, ou s'isoler et persister. Être au cœur ou être en marge. Définitivement pour moi, être au cœur est la seule solution. Au moment d'engranger les récoltes, de procéder à la rentrée, j'ai personnellement envie de regarder la richesse de notre barreau et les semences que nous avons en main. Nous avons aujourd'hui en friche d'importants projets de loi qui nous permettront de façon concrète de changer de culture, une culture fortement enracinée, et de travailler ensemble. Et je nomme le Code de procédure civile, le Code des professions, le Code de déontologie. Ces pièces législatives ont un impact majeur sur les aspects les plus importants de notre travail. Prises ensemble, ces trois réformes historiques peuvent apporter des bénéfices concrets pour rétablir la confiance du public qui est basée sur la compétence, le respect de l'éthique et de la déontologie et l'équité procédurale. Le barreau est plus couvert au changement et sera au cœur de ces réformes avec les autres partenaires de la justice. Parallèlement, je compte travailler à semer en matière d'éducation juridique des jeunes Québécois et Québécoises. Le travail d'équipe entre le public et les gens de loi doit débuter dès le secondaire. Si le travail de sensibilisation et d'échange n'est pas fait en amont, le décrochage judiciaire est quasi inévitable. Il est temps que la justice fasse partie intégrante du programme d'éducation de nos jeunes. Je sollicite le concours de tous les acteurs. Pour y parvenir, nos jeunes ont le droit de savoir. De plus, comme citoyenne, comme professionnelle, comme mère de famille et comme bâtonnière, je souhaite qu'émerge une plus grande vigilance à préserver nos institutions et les deniers publics. Pour ma part, je mettrai en place un système d'encadrement plus serré des comptes en fidéicommis, inspiré des meilleures pratiques, notamment celles françaises de la CARPA, et des pratiques ailleurs dans les autres provinces canadiennes. Je compte aussi profiter de l'arrivée de notre nouveau code de déontologie pour mieux former systématiquement les membres à leurs obligations déontologiques. Je continuerai, avec le soutien de l'Office et des autres ordres, à militer pour obtenir, dans le cadre de la réforme du Code des professions et avant si possible, un outil supplémentaire qui permettrait de limiter provisoirement et immédiatement la pratique des avocats faisant face à des accusations graves, criminelles, ayant lien avec la profession et lorsque la protection du public est mise en jeu. Je tiens à souligner et à remercier la célérité avec laquelle notre ministre de la Justice nous a entendus et a agi. Le barreau, donc, au cœur des changements et non en marge, au cœur non seulement de la communauté juridique, mais aussi de la société. Pour moi, être en marge serait un risque très dommageable pour la profession, car c'est dans l'action et le mouvement que nous pouvons nous inspirer
ouvrir la voie et offrir ce que la communauté juridique a de meilleur, c'est-à-dire sa compétence, sa compréhension des enjeux globaux et son intégrité. Cette année, nous aurons nombre de rendez-vous à ne pas manquer. En agissant maintenant et avec force, nous amendons notre sol pour que, dans l'avenir, les fruits récoltés soient meilleurs. À tous, une excellente rentrée. Merci, Madame la bâtonnière. J'invite Monsieur le juge Jean-Paul Descostes à bien vouloir s'adresser à l'auditoire en tant que juge coordonnateur de la Cour du Québec pour la région de l'Est du Québec. Madame la bâtonnière, distingués invités, on l'a souligné, la coïncidence est frappante. L'année 2013 marque à la fois le 25e anniversaire de la Cour du Québec et le 225e anniversaire de la création du district de Gaspé. Le juge Denis Paradis m'avait suggéré, au nom de mes collègues de l'Est du Québec et avec la permission de la juge en chef, d'aborder brièvement quelques faits saillants de la création du district de Gaspé. Madame la juge en chef soulignera un peu plus tard l'anniversaire de la Cour du Québec sous l'angle de l'évolution constante au cours des dernières décennies. Je remercie d'entrée de jeu M. Jean-Marie Thibault, professeur d'histoire en Gaspésie, que j'ai eu l'occasion de consulter pour en apprendre davantage sur l'histoire du district de Gaspé. Les écrits d'un historien bien connu, M. Mario Mimon, ont aussi été très utiles pour préparer cette courte allocution. L'histoire du district du Gaspé remonte à la cession de la Nouvelle-France en 1763, à l'époque des premiers balbutiements de l'appareil judiciaire gaspésien. Ce système est alors sous la responsabilité de marchands qui n'ont aucune formation juridique. Par exemple, le marchand Félix O'Hara reçoit son premier cours de droit le jour de sa nomination comme juge de paix, alors qu'on lui remet 8 pages de directives, genre de Vadéméco. Madame la juge en chef, nous sommes loin de l'immense programme d'accueil des nouveaux juges et des nouveaux juges de paix de la Cour du Québec, des nouveaux juges de paix magistrats de la Cour du Québec. Pendant plus d'une décennie, le juge O'Hara est seul pour couvrir un territoire aussi grand que ceux de Québec et Montréal réunis. Sa juridiction était assez étendue. Lui qui avait notamment autorité pour trancher sans appel des petites créances et imposer de la détention. Bien sûr, l'absence de prison en Gaspésie compliquait l'exécution de ces ordonnances. L'arrivée massive des loyalistes amène une refonte des institutions canadiennes, incluant la création du district de Gaspé, qui verra le jour en 1788. Ce district est donc le troisième plus ancien de la province, après ceux de Québec et Montréal. À l'époque, son étendue débordait largement ses limites actuelles. En 1788, Félix O'Hara, Charles Robin et Isaac Mann Jr. sont nommés juges de la Cour des plaids communs du district de Gaspé, créé quelques années plus tôt. Seuls les sujets britanniques pouvaient accéder à la magistrature. Selon les instructions du gouverneur Carleton, ces magistrats peuvent requérir l'assistance d'un juge canadien si, par exemple, ils ne comprennent pas le français. Malheureusement, celui-ci n'aurait pas le pouvoir de se prononcer sur des causes entendues à la Cour. En 1793, le système judiciaire est réorganisé par l'acte de la judicature. Le district de Gaspé est intégré pour un temps dans la juridiction du district de Québec, ce qui a notamment pour effet de limiter les pouvoirs des juges par rapport à ceux de leurs collègues des autres districts. Pour mieux répondre aux impératifs de la conduite des affaires, la Cour provinciale est créée avec une juridiction plus étendue pour éviter aux marchands d'avoir à se rendre devant la Cour du Bas-du-Roi à Québec.
La justice est aussi un peu plus décentralisée en ce que la Cour provinciale devra siéger alternativement à Bonaventure, Carleton, Douglaston et Percé. À la même époque, en matière criminelle, une cour appelée Session générale de la paix est mise en place, présidée par des juges de paix. Une prison sera construite à Percé dans les années 1820, une prison dont un visiteur dira qu'elle est l'une des plus agréables auberges de la région. En fait, avant 1820, il n'y a dans la région ni salle d'audience, ni palais de justice, ni prison. Aux îles de la Madeleine, par exemple, le palais actuel date de 1866. On y apporta certaines améliorations, mais, Monsieur le ministre, vous me permettrez de souligner que d'autres rénovations seraient bienvenues. De plus, Percé est uniquement accessible par la mer, de sorte que les affaires doivent généralement être entendues l'été. Or, dans notre belle région, vous le savez, la saison de pêche bat son plein pendant l'été, d'où le défi immense de trouver des jurés. Le manque de personnel judiciaire représente un autre obstacle majeur au bon fonctionnement du système. Malgré toutes ces difficultés, l'historien Mario Migaud soulignera la qualité de plusieurs des acteurs du système à l'époque en s'exprimant ainsi, et je cite, « Si les déficiences de l'appareil judiciaire sont une chose, l'esprit d'équité et l'honnêteté de ceux qui administraient la justice en sont une autre. Malgré les problèmes quotidiens, les vertus de ceux qui ont assumé la justice ont été reconnues et appréciées par le milieu. » Fin de la citation. Les compétences des décideurs s'améliorent certainement avec l'exigence pour les juges à compter de 1843 de compter au moins 5 années de pratique du droit et d'être membre du barreau. Les juges sont désormais choisis suivant leur bonne conduite et non suivant le bon plaisir du roi. À la même époque, des circuits judiciaires sont ajoutés, soit Gaspé, Percé, Grande-Rivière, New-Carlisle, Bonaventure et Restigouche. Les appels sont maintenant permis devant la cour du Mont de la Reine, du district de Gaspé, évitant ainsi des déplacements coûteux. Enfin, le district de Gaspé redevient entièrement séparé et distinct de celui du district de Québec. Et même si celui d'un seul district est maintenu, même si l'existence d'un seul district est maintenue, la loi de 1843 nomme 2 juges résidents, l'un à New-Carlisle et l'autre à Percé. Comme l'écrit l'historien Migaud, la Gaspésie a terminé le XVIIIe siècle avec un appareil judiciaire mieux organisé, plus apte à desservir la population du territoire. Le système judiciaire de la Gaspésie se perfectionnera au cours du XIXe siècle, de sorte que la population pourra graduellement jouir du même droit à l'époque que le reste du pays. Distingués invités, vous le constatez, les temps ont bien changé. Et il est difficile de s'imaginer qu'il fut une époque où l'exécution des sentences était suspendue jusqu'à ce que le gouverneur ait signifié son bon plaisir. Une époque où les tribunaux siégeaient dans des maisons louées. Une époque où la table du magistrat provenait de la cabine d'une frégate ayant fait naufrage. Il faut cependant remarquer que plusieurs des réformes apportées au système au fil des siècles ont été menées dans l'optique d'une magistrature toujours plus indépendante, compétente, impartiale, mieux équipée en termes de ressources humaines et matérielles. Bref, le système judiciaire plus crédible, accessible et apte à servir la population. Le temps qui m'est alloué ne nous permet pas d'en faire un résumé plus élaboré. Mais voilà des grands chapitres dont il faut se souvenir, à mon avis, à l'occasion d'anniversaires comme ceux d'aujourd'hui, tout en continuant à rechercher le progrès, l'amélioration et l'évolution de notre système judiciaire. Sur ces mots, je vous remercie de votre attention et souhaite à tous les intervenants judiciaires du district, aux membres du barreau et à tous nos collègues une excellente année judiciaire. Merci.
juge coordonnateur de la Cour supérieure pour la région Haute s'adresser à vous. Merci, Maître Duguay, distingués invités. Si le droit a évolué de façon différente de chaque côté de l'Atlantique, je constate dans l'entendre Maître Gerfagnon, c'est bien votre nom, que la langue aussi. Une avocate qui occupe le poste de bâtonnier en France se nomme Madame le bâtonnier. Ici au Québec, Madame la bâtonnière. Alors, c'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de la rentrée des tribunaux judiciaires, une cérémonie que le barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et de la Madeleine tient pour la seconde fois, je pense, dans le district de Gaspé. Pour ma part, j'ai le plaisir d'y participer pour une première fois. Mon intervention s'est faite dans le cadre des responsabilités que le juge en chef associé de la Cour supérieure, l'honorable Robert Pidgeon, m'a confié d'agir comme coordonnateur des districts de Gaspé et Bonaventure, dont je suis originaire sans toutefois en être résident. J'ai remplacé dans ce rôle le juge Jean-Roch Landry, devenu surnuméraire il y a 4 ans. Vous permettrez de renouveler au juge Landry nos remerciements pour des années de dévouement consacrées au district de Gaspé et Bonaventure. Il a, les avocats et les justiciables de salle, toujours répondu présent lorsque ses services ont été requis. Devenu surnuméraire, il se montre toujours disponible, qu'il soit en période de délibéré ou non. En préparation de la présente rentrée judiciaire, puisqu'on souligne les 225 ans de la création du district judiciaire de Gaspé, j'ai parcouru un texte que m'a transmis il y a quelques années mon collègue le juge Landry, texte préparé par l'historien Mario Mimon à l'occasion du bicentenaire du district. On constate à la lecture de ce document que la dispersion de la population et les difficultés de communication en regard de l'éloignement des grands centres ont été des facteurs qui n'ont pas facilité l'accès à la justice. Accès en termes de présence de juges en région et aussi en termes de coûts. L'accessibilité a été et demeure une revendication légitime des justiciables gaspésiens. Or, la Cour supérieure est sensible à cette revendication. Elle a déployé et continuera de déployer des efforts pour faciliter l'accès à la justice. Ainsi, en parallèle aux documents historiques, j'ai relu le rapport de la Cour supérieure préparé en 2010, alors que la Cour, telle qu'elle existe aujourd'hui, venait de célébrer l'année précédente ses 160 ans. Le rapport sur le titre « Accès à la justice, toujours faire mieux » rappelle que la Cour est une institution accessible à tous les citoyens, aussi bien en région que dans les grands centres. Les autorités de la Cour supérieure ont toujours préservé le maintien de services judiciaires réguliers dans le respect des réalités et besoins régionaux. Une plus grande accessibilité à la justice exige de tous les intervenants au processus judiciaire qu'ils fassent mieux, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils se comportent de façon à ce que la justice soit abordable en termes économiques. Pour améliorer l'accessibilité à la justice, réduire les délais de préparation d'un dossier pour audition, diminuer les coûts, plusieurs mesures ont été mises en place plutôt par la Cour au cours des dernières années. Particulièrement la conférence de gestion et l'abolition de l'appel du rôle pour la fixation des dates d'audition. Plusieurs moyens sont utilisés pour agir. Bien sûr, la présence du juge en salle d'audience, mais aussi la visioconférence, la conférence téléphonique, le courriel. L'application de ces moyens a rencontré à l'occasion de certaines résistances. Le changement, quand on n'est pas convaincu de son utilité, n'est pas accepté d'emblée. La résistance de principe ou théorique est toutefois souvent vaincue par l'expérience pratique. Ainsi, il y a moins d'un an, un avocat représentant une personne en demande en responsabilité civile, dans un procès qui devait durer plus d'une semaine ici à Percé, a fait part que la partie demanderesse ne pouvait financièrement se permettre de supporter le coût du déplacement et de la présence de son expert en provenant de la région de Montréal pour toute la durée du procès. On a suggéré que les experts, tant en demande qu'en défense, puissent assister à l'audition des témoins ordinaires par visioconférence à partir de Montréal. Les témoins étant entendus ici au palais de justice de Percé. Les parties ont accepté, la partie demanderesse a pu voir sa cause entendue sans que sa situation financière l'empêche d'exercer ses droits. L'utilisation des moyens technologiques est donc affaire de circonstances. Il n'est pas question qu'ils aient pour objectif ou conséquence la diminution de la présence de juges en région. Ils sont là pour favoriser l'accessibilité à la justice, entre autres en diminuant les coûts. D'ailleurs, la Cour poursuit sa volonté d'accroître sa présence en région. À vrai dire, les moyens technologiques rendent le juge plus accessible. Par exemple, puisqu'il est de mise aujourd'hui de faire un peu d'histoire,
Alors que je pratiquais comme avocat dans les années 80 et 90, principalement dans les districts de Bonaventure et Gaspé, en cas d'urgence nécessitant l'intervention d'un juge de la Cour supérieure, il fallait se rendre au bureau du protonotaire, l'ancêtre du greffier spécial actuel, le convaincre de la nécessité d'une intervention. Celui-ci se chargeait d'entrer en communication avec le juge responsable du district pour lui expliquer la situation. La réponse pouvait parfois être que le prochain terme était suffisamment rapproché pour attendre. Dorénavant, les coordonnées du juge et de sa collaboratrice dans leur adresse courriel sont publiques. Les échanges touchant la gestion des affaires du district se font sur une base quotidienne. En cas d'absence du juge en région ou de nombre de disponibilité du juge coordonnateur, un juge de garde intervient. Il y a un juge de garde à chaque jour de l'année. Grâce aux moyens technologiques, peu importe où je me trouve en région, en l'un ou l'autre des 4 palais de justice des districts de Gaspé et Bonaventure, soit Sainte-Anne-des-Monts, Percé, Havre-Aubert, Lucavert, je peux traiter une affaire provenant de l'un ou l'autre des secteurs. Par exemple, la semaine prochaine, j'entends à partir de Percé une affaire impliquant un résident des îles de la Madeleine. Ce justiciable se fera entendre à partir des îles de la Madeleine. L'appel général du rôle pour la fixation des dates d'audition, comme il se faisait traditionnellement en salle d'audience en présence de tous les avocats concernés, est maintenant chose du passé. Les avocats et les parties non représentées n'ont plus à se présenter en salle d'audience à cette fin. Dès la production de l'attestation de dossier complet par le greffier, une affaire peut être fixée pour audition à la suite d'une conférence téléphonique ou par échange de courriel. La conférence de gestion est un autre moyen visant à favoriser l'accès à la justice. Elle vise à prévenir et régler des difficultés qui peuvent survenir entre le moment où un recours est institué et celui où les parties seront entendues au fond. Il peut arriver qu'une conférence de gestion soit tenue pendant un terme de cours. Toutefois, généralement, elle l'est en dehors des termes pour éviter de gruger sur le temps alloué à l'audition des affaires. L'implication du juge dans la gestion d'un dossier n'est pas appelée à diminuer, au contraire. Le projet de loi instituant un nouveau code de procédure civile inscrit dorénavant dans la mission des tribunaux judiciaires le devoir d'assurer la saine gestion des instances dans le respect du principe de proportionnalité, entre autres à l'égard des moyens de preuve. La collaboration des avocates et des avocats sera donc davantage sollicitée, mais aussi celle du personnel des greffes. À ce sujet, je dois souligner la volonté du personnel de bien répondre à l'appel. Ces dernières années, particulièrement à Percé, le personnel du greffe a connu un roulement qui a compliqué les choses, occasionnant une surcharge de travail aux employés demeurant en poste et une obligation pour le nouvel employé de s'adapter rapidement à des tâches non familières. Je sais que les efforts ont été déployés pour répondre à nos demandes. Je sais que les mesures mises de l'avant par la Cour pour favoriser l'accessibilité à la justice nécessitent une plus grande implication du personnel des greffes. Je sais aussi que le personnel est conscient que leur collaboration, tout comme celle des avocats et des avocates, est nécessaire, non pas dans l'intérêt de la Cour, mais bien dans celui de ceux et celles qui sont au centre de nos préoccupations, les justiciables. Je me permets d'être optimiste pour elles et pour eux. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année judiciaire 2013-2014. Merci, Monsieur le juge Moulin. J'inviterai désormais, en tant que juge en chef de la Cour du Québec, l'honorable Elisabeth Corté à bien pouvoir s'adresser à vous. Merci. Monsieur le ministre de la Justice du Québec, Bertrand Saint-Arnaud, Monsieur le ministre délégué aux régions responsables de la région Gaspésie-de-la-Madeleine, Gaëtan Lelièvre, Monsieur le juge en chef François Rolland, Monsieur le juge en chef SSC Robert Pidgeon, Madame la bâtonnière, en fait, Mesdames les bâtonnières, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté l'invitation de Maître Duguay à participer à cette rentrée judiciaire du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine, la toute première rentrée de plusieurs autres à venir au mois de septembre. Comme la bâtonnière le mentionnait, cette rentrée est l'occasion de célébrer plusieurs anniversaires. Je désire tout d'abord souligner celui de la création de la Cour supérieure. Très chers collègues, je suis heureuse de la belle collaboration établie entre nos deux institutions et souhaite que nous poursuivions sur cette voie. Bien sûr, cette rentrée est très spéciale en ce qu'elle permet de se rappeler les 225 ans du district judiciaire de Gaspé, le plus ancien district rural au Québec.
J'ai parcouru avec intérêt quelques écrits relatant l'histoire fascinante du district de Gaspé, dont la création a coïncidé avec une refonte des institutions nouvellement mises en place au Canada lors de l'arrivée des loyalistes. Au-delà des anecdotes surprenantes qui colorent cette histoire, je retiens que dans le contexte d'alors, l'appareil judiciaire s'est adapté et a progressé pour tenir compte du développement du commerce et des pêches, de l'immensité du territoire à couvrir, de la barrière de la langue, de l'absence de formation juridique des personnes nommées juges, du manque d'organisation matérielle, bref, de la réalité de l'époque. Ce type d'évolution, calquée sur le contexte juridique, social et économique, est similaire, si vous me permettez cette analogie, à celui vécu par la Cour du Québec de ses origines à aujourd'hui. Vous le savez, nous célébrons plus d'un anniversaire lors de cette belle rentrée, et j'aimerais donc souligner que la Cour du Québec fêtera, demain le 31 août, le 25e anniversaire de l'union qui lui a donné sa forme actuelle, soit la fusion de la Cour provinciale, dont la compétence était strictement civile, de la Cour des sessions de la paix chargée des affaires criminelles et du Tribunal de la jeunesse. S'il est une constante dans toutes les réformes vécues par la Cour du Québec au fil des décennies depuis le 18e siècle, c'est que sa compétence, sa structure et sa composition n'ont cessé d'évoluer à partir de l'expérience acquise pour s'adapter et se renouveler afin de toujours répondre plus efficacement à des besoins nouveaux, différents. La société évolue, la Cour du Québec aussi. Il ne peut en être autrement, parce que le système de justice et ses institutions font partie de cette société, rythmée par des transformations sociales, culturelles et économiques perpétuelles, par une presse très attentive aux activités quotidiennes des tribunaux et tournée vers la diffusion immédiate de la nouvelle, par des progrès technologiques sans précédent, par un accès direct à la jurisprudence des tribunaux du monde entier, par des citoyens toujours plus nombreux à se présenter seuls devant les juges, par des justiciables qui recherchent des solutions plus rapides et moins coûteuses. Le système de justice doit suivre la cadence pour demeurer crédible, pertinent, d'actualité. Il faut lutter contre la tentation d'aborder ces bouleversements avec la nostalgie et le regret de cette époque où la principale tâche du juge était de résoudre les différends et celle des avocats de s'opposer à un adversaire dans un système purement contradictoire. L'immobilisme, la stagnation, la passivité, la zone de confort, la résistance au changement, voilà ce qu'il faut éviter. Les responsabilités que nous confie la société, comme juge et comme avocat, sont trop importantes pour que nous nous contentions des processus du passé, alors que de meilleures façons de rendre justice pour les citoyens sont à notre disposition. Bien sûr, le défi est imposant, les ressources limitées, mais lorsque j'observe les initiatives lancées et les actions concrètes déjà posées par les barreaux, la Cour du Québec, la Cour supérieure, j'ai confiance en notre capacité d'être de puissants agents de changement pour offrir aux citoyens des solutions efficientes et plus abordables, en particulier dans des régions aussi vastes que la vôtre. La Cour du Québec continuera de compter sur la participation active des avocats pour donner l'impulsion nécessaire aux initiatives prometteuses qu'elle a déjà lancées et à celles qui viendront nécessairement avec l'évolution des besoins de la société que nous servons. D'ailleurs, vous le savez, on en a déjà parlé, nous devrons bientôt travailler avec un code de procédure civile que l'on souhaite moderne et porteur d'un changement de culture chez tous les intervenants du système de justice. Ici encore, votre participation sera sollicitée pour que le virage proposé produise les effets escomptés. Le thème du Congrès du barreau 2013 avait donc très bien été choisi. Vous êtes au cœur de la solution. Sachez encore une fois que vous n'êtes pas seul dans cette aventure, puisque je crois fermement que l'amélioration de l'accès à la justice est une tâche qui revient à tous les acteurs du système judiciaire. Soyons déterminés
ouvert et créatif, comme les auteurs de nombreuses réformes que la Cour du Québec a connues et de celles à venir en matière de procédure civile. Et rappelons-nous que le système judiciaire demeure une institution sociale perfectible comme toute institution humaine. Sur ces mots, j'aimerais maintenant remercier les juges de la région pour la qualité du travail qu'ils accomplissent, leur ouverture justement à se lancer dans de nouveaux projets pour tenter d'améliorer nos façons de faire. Je remercie l'honorable Jean-Paul Decoste, juge coordonnateur de la région, pour son engagement profond envers la Cour et une administration efficace de la justice. L'an dernier, j'annonçais l'ajout d'un poste de juge coordonnateur adjoint, une des mesures prises pour augmenter l'efficacité des services offerts aux justiciables. L'honorable François Boisjoli a débuté son mandat de 2 ans le 31 octobre 2012. Également, un poste de juge à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile a été ouvert à Rimouski, un des 20 nouveaux postes accordés à la Cour du Québec. Le rapport du comité de sélection a été remis au ministre de la Justice au début de l'été. Bien sûr, vous savez tous que l'honorable Denis Paradis a été nommé ici à Percé au mois de décembre à la suite du départ à la retraite de notre collègue Albert Whitton. Madame la bâtonnière, je tiens à vous assurer que l'équipe de coordination et l'équipe de direction de la Cour suivront de près les travaux de rénovation et d'aménagement du Palais de justice de Rimouski. Comme l'a affirmé le ministre de la Justice, et je le cite, « il est impératif de doter cette ville d'un établissement du 21e siècle qui réponde aux besoins des intervenants judiciaires de la région. » Je vous remercie à nouveau, Maître Dubé, d'avoir donné à la Cour du Québec l'opportunité de s'adresser aux membres du barreau du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et à vos autres distingués invités. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. Je vous offre mes meilleurs vœux de succès pour la prochaine année judiciaire. Je terminerai en ayant une petite surprise pour la directrice du Palais de justice de Percé, Mme Josée Rossignol, avec la complicité et sous la plume, je dois dire, de notre juge résident de Percé, l'honorable Denis Paradis. Permettez-moi de vous offrir une plaque en souvenir du 225e anniversaire et de la belle cérémonie d'aujourd'hui. C'est le juge Paradis qui l'a écrit, vous viendrez. Et ils auront l'opportunité de le lire parce qu'il sera fièrement affiché dans le palais. Avec plaisir. Merci. La plaque. J'avais pas pensé à la photo. Merci. Merci infiniment. Merci. Alors, ceci étant dit, je vous inviterai, Monsieur le juge Pidgeon, en tant que juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec, à bien vouloir vous adresser à l'auditoire. Alors, Madame la bâtonnière Duguay, merci pour votre aimable invitation à participer à cette cérémonie de la rentrée judiciaire dans ce palais de justice et dans cette salle d'audience où j'ai eu le privilège et le plaisir pendant près de 20 ans de prendre place au prétoire et de m'adresser aux tribunaux de toutes les juridictions. Une salle d'audience où j'ai également eu le plaisir de croiser le fer avec plusieurs plaideurs émérites. Il y a même eu pendant une certaine période un transfuge, Madelino, qui s'est fait nommer Gaspésien, contre qui j'ai plaidé pendant plusieurs années. Il est ici aujourd'hui à la rampe. Je n'étais pas conscient au cours de toutes ces années qu'un jour je m'adresserais à un auditoire aussi prestigieux que celui auquel j'ai le privilège de m'adresser aujourd'hui, afin de parler d'indépendance judiciaire. J'ose aborder ce sujet
qui n'est pas le plus populaire pour les non-initiés, mais dont l'importance n'est pas diminuée pour autant, vu qu'il constitue l'une des pierres d'assises de notre démocratie. Depuis quelques années, les attaques à l'endroit de ce concept, à l'endroit du concept d'indépendance judiciaire, se multiplient. Il est donc important que la magistrature, le barreau du Québec, les barreaux de section et les représentants du ministère de la Justice et du procureur général unissent leurs efforts afin de contrer ces interventions et afin de faire comprendre à nos concitoyens et à nos concitoyennes l'importance pour eux du maintien de l'indépendance judiciaire dans une société libre et démocratique. Mais qu'est-ce que l'indépendance judiciaire? Il est difficile de définir ce concept. Il est plus facile, par ailleurs, d'en déterminer les composants, soit l'indépendance des magistrats au plan individuel et au plan institutionnel. Au plan individuel, on réfère notamment à l'inamovibilité, à la formation, à la sécurité financière, ainsi qu'au système disciplinaire des juges. Au plan institutionnel, on s'en rapporte depuis l'arrêt Valenté de la Cour suprême, à la gestion des rôles d'audience, à l'assignation des juges aux causes, à la détermination des séances de la Cour, à l'allocation des salles d'audience et à la direction du personnel administratif. Les citoyens ne réalisent pas toujours que l'indépendance judiciaire vise à les protéger en leur garantissant le droit à une justice impartiale. Enfin, elle cherche à mettre les juges à l'abri de toute ingérence extérieure. Elle assure ainsi le maintien de la confiance des citoyens dans l'intégrité et l'impartialité des tribunaux et des membres de la magistrature. Sans cette confiance obligatoire, dois-je ajouter, notre système de justice ne peut fonctionner. Une perception erronée, cultivée par certains politiciens et médias, laisse croire qu'elle tend principalement à protéger les privilèges et le statut social des magistrats. Or, ce n'est pas le cas. L'examen et l'analyse de l'espace médiatique nous convainc rapidement qu'il est urgent que les principaux intervenants en matière de justice posent des gestes afin de faire comprendre aux citoyens ce qu'est l'indépendance judiciaire et ainsi assurer sa défense. Voilà pourquoi un groupe de travail du Conseil canadien de la magistrature s'est récemment penché sur cette question. Une recherche a permis à ce groupe de travail d'avoir une vue globale de la situation. L'analyse démontre une incompréhension et une érosion constante de ce concept. Plusieurs articles parus dans les médias louangent même les ingérences illégitimes du pouvoir politique à son égard. Les interventions de certains médias et de certains politiciens lors de procès médiatisés en droit criminel, ou encore leur dénonciation de l'absence de fermeté des juges dans certaines matières, sont des exemples flagrants qui démontrent le peu d'importance accordée à l'indépendance judiciaire. Je me dois toutefois de souligner ici une intervention récente de l'actuel ministre de la Justice soulignant l'importance de l'indépendance judiciaire. Ceci dit, la convocation d'un juge de la Cour fédérale en commission parlementaire afin d'expliquer l'un de ses jugements, ainsi que les commentaires suggérant l'existence d'une partisanerie de certains magistrats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires en sont d'autres. Et je ne parle pas des commentaires que l'on trouve sur les blogs, dans les médias sociaux, lorsque se tient un procès criminel très médiatisé. Les citoyens ne se gênent plus pour critiquer un jugement, un juge, le système judiciaire en général, ou tenter d'influencer un juge. Les hommes leur appartiennent, tout est permis, et l'instantanéité est au rendez-vous. Qu'ont fait généralement les juges jusqu'à maintenant? Sauf en de rares occasions, nous nous sommes réfugiés derrière notre devoir de réserve. À cet égard, je dois toutefois souligner l'heureuse initiative du juge en chef Roland, qui a rédigé une lettre ouverte sur l'indépendance judiciaire. Toutefois,
Certains médias ont refusé de la publier. Le barreau, qui autrefois intervenait à chaque occasion, au début de ma pratique, maintenant 45 ans, à chaque occasion pour défendre le système judiciaire et la magistrature, n'intervient que rarement. Quoique je dois admettre qu'au cours de la dernière année, le bâtonnier du Québec, M. Nicolas Plourde, a défendu à quelques reprises l'indépendance de la magistrature et le système judiciaire. Ces interventions furent d'ailleurs très pertinentes. Force vous est de constater que les choses commencent à changer. Toutefois, les interventions sont sporadiques. De plus, à mon humble avis, les interventions ne doivent pas se limiter aux grands centres urbains. Les bâtonnières et bâtonniers de section, les juges coordonnateurs et les représentants du ministère de la Justice, chacun sur leur territoire, doivent expliquer et défendre l'indépendance judiciaire, la primauté du droit, ainsi que la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les intervenants de première ligne doivent saisir toutes les occasions afin de renseigner nos concitoyens sur ces questions. Il nous faudra innover afin de rejoindre les politiciens, les journalistes, les jeunes et le public en général et intervenir dans les cas de désinformation. En bref, les attaques contre l'indépendance judiciaire et par ricochet contre l'impartialité des magistrats et la primauté du droit ne peuvent plus demeurer sans réponse, laissant ici entendre que ces remises en question sont fondées. Les intervenants du monde judiciaire doivent s'unir afin de défendre et promouvoir les principes qui assurent les fondements mêmes d'une démocratie qui nous est si chère. Nous la tenons pour acquise et nous avons tendance à relâcher notre vigilance. Amenons plutôt nos concitoyens à jeter un regard sur ce qui se passe ailleurs et demandons-leur s'ils sont prêts à abandonner les avantages d'un État de droit. Le manque de cynisme qui s'abat sur notre société qui a comme origine des causes, que je laisse le soin aux sociologues d'identifier, ne facilite pas les choses. Malgré tout, il faut agir. La juge en chef McLaughlin, qui est intervenue à plusieurs reprises dans le passé, afin de promouvoir et défendre l'indépendance judiciaire, soulignait lors de la réunion annuelle du barreau canadien en 2012. I was certainly, and I think all judges were, very pleased when an issue arose earlier this year when a minister of the Crown seemed to suggest that some judges were insufficiently solicitous to government policy. We were very, very gratified to see the President of the Canadian Bar writing a powerful letter to the minister in question, reminding said minister of the importance of public confidence in an impartial judiciary. Un autre exemple approprié d'intervention, celle du bâtonnier du Québec, du président de la Fédération des ordres professionnels des juristes du Canada et de la présidente de l'Association du barreau canadien section Québec, qui ont publiquement défendu la règle du sub judice, alors que certains commentateurs opinaient sur les règles de droit applicables à un litige et commentaient la preuve alors qu'un procès n'était pas terminé. Les initiés ont compris l'importance de ces interventions. Par ailleurs, il aurait été important qu'elles soient diffusées dans les sections du barreau, tout en s'assurant de leur adaptation à un auditoire grand public. Il faut que le message se rende dans les régions, et cela relève des magistrats, des administrateurs judiciaires et des barreaux sections. Enfin, il faut aller plus loin, et Mme la bâtonnière l'a souligné, que se limiter à diffuser un communiqué de presse. Il faut renseigner nos concitoyens, informer les gens, en saisissant et en provoquant les opportunités de donner des conférences, d'intervenir sur les ondes ou dans les médias écrits ou sociaux, ou encore en utilisant les sites web des tribunaux. Il faut vulgariser les grands principes à la base de notre système judiciaire afin que nos concitoyens en comprennent l'importance. Disons-le, nous possédons un système de justice que les autres pays envient. Il nous faut tous ensemble le défendre afin d'assurer sa sauvegarde. Bien sûr, il a ses failles, tout système en a. Il faut les combattre au plus tôt et poursuivre notre mission. Je convie donc le barreau de votre section à défendre avec vigueur notre système de justice. Nous avons vécu plusieurs situations où des insinuations non fondées à son égard sont demeurées sans réponse.
Cela ne peut continuer. Cessons d'être des observateurs passifs. Madame la bâtonnière du Gué, afin d'assurer la défense de notre système judiciaire et renseigner notamment les citoyens de la Gaspésie et des îles de la Madeleine sur l'importance du principe de l'indépendance judiciaire, soyez assurés que je vais continuer de défendre l'importance d'assurer la présence de juges de la Cour supérieure sur tout le territoire de la division de Québec de la Cour supérieure, notamment des districts de Bonaventure et Gaspé. Ceci dit, bonne rentrée judiciaire aux collègues. Merci au juge Moulin pour son dévouement au cours de la dernière année. Merci aux membres du barreau ainsi qu'au personnel des greffes. Bonne rentrée judiciaire à tous. Merci. Je vous remercie, M. le juge Pidgeon. On rentre les premières entrées, on sait qu'il y a beaucoup à faire. J'inviterai maintenant l'honorable François Rolland, en tant que juge en chef de la Cour supérieure du Québec, à bien pouvoir s'adresser à nous. Merci. Monsieur le ministre de la Justice Saint-Arnaud, Monsieur le ministre délégué Gaétan Lelièvre, Monsieur le juge en chef associé Robert Pidgeon, Madame la juge en chef Elisabeth Corté, Madame la bâtonnière, distingués invités, à mon tour, je vous remercie, Madame la bâtonnière Duguay, de votre invitation à me joindre à vous cet après-midi à l'occasion de cette rentrée judiciaire toute particulière. En effet, en plus des événements soulignés par les conférenciers qui m'ont précédé, nous soulignons aujourd'hui le 220e anniversaire de la Cour supérieure et son 164e dans la forme qu'elle connaît maintenant. La Cour supérieure, qui est le tribunal de droit commun au Québec, est riche de deux traditions, françaises et anglaises. La dernière nous a notamment légué cette fameuse indépendance judiciaire, cet attribut essentiel à la confiance sur laquelle repose notre système judiciaire. J'aimerais parcourir brièvement avec vous cet après-midi le chemin qui a mené à la création de la Cour supérieure et à l'intégration formelle de cette fameuse indépendance judiciaire dont mon collègue le juge en chef associé vous a démontré l'importance dans notre système de justice. J'ai pensé que nous pourrions en profiter pour faire un rappel de l'histoire. Les férus en la matière y prendront plaisir, alors que pour les autres, ce sera l'occasion d'apprendre comment la Cour supérieure et l'indépendance judiciaire sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Après sa découverte, vous avez entendu le juge d'Écosse un peu plus tôt, le développement et l'administration de la Nouvelle-France sont confiés à des compagnies privées de 1608 à 1663. Plusieurs s'y succèdent. Le droit civil qui s'y applique s'appuie sur la coutume de Paris et est le même que celui utilisé en France à l'époque. En 1608, le gouverneur est la seule autorité de la jeune colonie. Il possède tous les pouvoirs, faire les lois, voir à leur respect et trancher en cas de conflit. On peut conclure qu'il n'y avait pas de lourdeur administrative à cette époque. La séparation des pouvoirs n'était pas dans l'air du temps. 30 ans plus tard, en 1639, les tribunaux sont créés. Les juges qui y siègent n'ont toutefois pas autant d'autorité que le gouverneur, qui conserve le pouvoir ultime. Certains seigneurs appliquent aussi une justice locale sur leurs terres qui varie d'une terre à l'autre. En 1663, devant l'échec des compagnies à exploiter la colonie, Louis XIV en fait une province royale. Le Conseil souverain, où siège notamment l'intendant, agit comme le plus haut tribunal. Il applique la coutume de Paris. Les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs ne sont toujours pas séparés. Certaines causes peuvent être portées en appel, mais devant le Parlement de Paris uniquement. Pendant ce temps, en Angleterre, l'année 1701 marque l'histoire. L'indépendance des juges se voit assurée par l'adoption de l'Act of Settlement qui garantit l'inamovibilité des juges. Ceux-ci ne sont plus alors nommés selon le bon vouloir du roi, mais plutôt selon leurs compétences et durant bonne conduite. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux colonies où les juges occupent leurs fonctions toujours selon le bon vouloir de la couronne. En 1759, on se souvient de ce qui s'est passé. Suite à la défaite des armées françaises en Nouvelle-France, l'occupation de la Nouvelle-France par l'armée britannique,
conduit à l'imposition de la loi martiale jusqu'à la signature du traité de Paris en 1763. La France y abandonne la plupart de ses colonies nord-américaines et toutes ses revendications concernant la Nouvelle-France. Parallèlement à la conclusion du traité, on impose la proclamation royale, dis-je, des directives émanant des autorités de Londres qui annulent le statut privilégié de l'Église catholique, met fin au droit civil, impose la common law pour les matières civiles et le droit anglais pour les affaires criminelles. Elle exige également que tous les titulaires d'une charge, notamment d'une charge judiciaire, acceptent nécessairement la foi protestante, ce qui a pour effet, en pratique, qu'aucun Canadien de foi catholique n'est légitimement apte à être en situation d'autorité. Pendant ce temps, non loin du Québec, la Révolution américaine bat son plein, les loyalistes de l'Empire uni déferlent sur le Québec. Devant l'échec de l'imposition du droit anglais pour les matières civiles et pour s'assurer de la loyauté et de la neutralité de ses sujets canadiens à l'égard de la Révolution américaine, Londres proclame en 1974 l'Acte de Québec qui permet dorénavant la libre pratique de la foi catholique au Québec, remplace le serment à la reine avec les références à la foi protestante par un serment au roi sans référence à la foi protestante et qui permet la pratique du droit civil de se poursuivre. Il confirme cependant l'hégémonie du droit criminel anglais. L'Acte de Québec abolit également les tribunaux existants qui seront remplacés par des nouvelles entités, dit-on dans le statut de 1774, des nouvelles entités à déterminer. Une première ordonnance est adoptée le 25 février 1777 pour établir les cours civiles de la province de Québec, qui est alors divisée, vous l'avez entendu plus tôt, en deux grands districts, Montréal et Québec. Une cour supérieure de juridiction civile est établie, composée du gouverneur en conseil. C'est essentiellement une cour d'appel de dernier ressort. Quelques années plus tard, en 1782, des dispositions d'une loi britannique confèrent aux juges siégeant dans les colonies une protection considérable en prévoyant le contrôle et la confirmation par le conseil privé à Londres de toute proposition de destitution d'un juge d'une colonie faite par le gouverneur ou le conseil de la colonie. Entre-temps, la Révolution américaine provoque l'exil de plusieurs loyalistes qui traversent la frontière pour venir s'installer au Canada, et plusieurs dans cette région. On assiste à des frictions avec les Canadiens français et les loyalistes anglophones, ces derniers souhaitant des institutions semblables à celles qui les liaient à la mère patrie et ne voulant pas être dominés par les Canadiens français plus nombreux. Pour apaiser les conflits, Londres adopte en 1791 l'acte constitutionnel qui divise la province en deux territoires, le Haut-Canada, l'Ontario aujourd'hui, principalement anglophone, et le Bas-Canada, principalement francophone, qui est le Québec. Il reconduit les dispositions de l'Acte de Québec de 1774 et prévoit la nomination d'un conseil législatif nommé et l'élection d'une assemblée législative. Le Haut-Canada adopte le droit anglais et le Bas-Canada, le droit criminel britannique et le droit civil français. Toutefois, et c'est intéressant, plusieurs juges cumulent les fonctions et siègent à la fois au tribunal, au conseil législatif, au conseil exécutif ou même au sein de l'Assemblée elle-même. La séparation des pouvoirs était un concept peu connu à cette époque. En outre, ils ne sont nommés qu'au bon plaisir de l'exécutif, ce qui soulève des doutes quant à leur impartialité évidente et à leur indépendance. En 1793, soit il y a 220 ans, la Cour du banc du roi, la prédécesseur immédiate de la Cour supérieure du Québec, est constituée comme tribunal supérieur de première instance de juridiction civile et criminelle. Ces cours établis dans les différentes colonies sont reconnus comme les héritières directes des pouvoirs exercés par la Court Bench d'Angleterre. Comme cette dernière, elle se voit notamment confier le rôle de gardienne de la légalité au moyen de l'émission des brefs de prérogatives. En plus de la Cour du banc du roi, des cours provinciales et des cours de circuit sont par la suite mises en place. Vers 1830, le Colonial Office fait savoir qu'il ne n'appellera plus de juge au conseil exécutif ou législatif ou à l'Assemblée.
On commence à comprendre le principe de la séparation des pouvoirs et des conflits d'intérêts. Suite à l'agitation civile qui embrase le territoire, Londres désigne Lord Durham pour enquêter sur les rébellions de 1837. Son rapport formule un certain nombre de recommandations. Lorsqu'on l'a étudié au collège, on a pris certaines des recommandations, mais on en a oublié d'autres. La recommandation qui mène à l'union du Haut et du Bas Canada en 1840. L'une de ces recommandations fort importantes, et je ne pense pas qu'on l'ait étudié au collège, moi je ne l'ai pas étudié, je devais faire autre chose à ce moment-là. L'une de ses principales recommandations permet d'assurer l'indépendance des juges en leur accordant le même statut et la même sécurité financière qu'en Angleterre. En 1843, une loi portant sur l'inamovibilité des juges de la Cour du banc du roi durant bonne conduite, inspirée de l'Act of Settlement de 1701, est déjà en vigueur dans le Haut-Canada depuis 1834 et finalement adoptée pour le Bas-Canada. En 1849, dans le cadre de la réforme entreprise par le premier ministre du temps, Louis-Hippolyte Lafontaine, la Cour supérieure, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est créée et la Cour du banc du roi prend le nom de Cour supérieure. Dorénavant, elle délaissera sa juridiction mixte de tribunal d'appel et de première instance au profit d'une juridiction de première instance uniquement. Et c'est là qu'on assiste à la création de la Cour d'appel du Québec. La Cour supérieure est alors composée de 10 juges siégeant dans 7 districts, dont le district de Gaspé qui avait été créé en 1788, et la Cour supérieure desservait une population de 900 000 habitants à l'époque. Les choses ont changé quelque peu depuis. La Cour en compte maintenant près de 200 juges, dont 145 punés et près de 50 surnuméraires, et siège dans 36 districts et plus de 47 municipalités. En 1867, la loi constitutionnelle confirme que les juges des cours supérieures ne sont révocables que par l'exécutif qu'à la suite d'une résolution du Sénat et de la Chambre des communes, adoptée aux 2/3. 115 ans plus tard, en 1982, la loi constitutionnelle de 82 viendra affirmer le droit d'être jugé par un tribunal impartial et indépendant dans les affaires criminelles et pénales. La Charte des droits et libertés de la personne confirme aussi le principe pour les affaires civiles. Tribunal de droit commun par lequel a été introduit le principe de l'indépendance judiciaire chez nous et héritier de 2 grandes traditions juridiques, la Cour supérieure joue un rôle fondamental dans notre système judiciaire. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'en souligne également l'anniversaire aujourd'hui. De grands défis se posent à nous, la juge en chef associé Pidgeon l'a mentionné, le juge en chef Corté, par l'adoption d'un nouveau code de procédure civile. De grands défis se posent à tous les intervenants en matière de justice et nous devons tous collaborer et nous devons avoir le courage de changer les choses. En terminant, j'aimerais vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous cet après-midi. Rares sont les occasions pour moi d'échanger avec les communautés juridiques en région. Je profite enfin de cette cérémonie spéciale pour saluer le travail et la collaboration des juges de toutes juridictions, du barreau et de l'administration judiciaire pour faire en sorte que nos concitoyens jouissent des meilleurs services possibles. Je sais que les avocats en région sont confrontés quotidiennement aux problèmes des distances, ce qui ne facilite pas les choses. Leur engagement est d'autant plus méritoire. Nous vous assurons de notre collaboration à la Cour supérieure et je remercie en particulier mon collègue de juge en chef associé Robert Pidgeon, juge depuis bientôt aussi 25 ans à la Cour supérieure, natif de Gaspé, qui porte la Gaspésie dans son cœur, qui coordonne et répartit et surveille le travail des juges de la Cour supérieure dans votre belle région pour son travail exceptionnel. Je remercie aussi chaleureusement le juge Benoît Moulet, qui veille à la bonne marche des activités quotidiennes pour notre cours en Gaspésie aux îles de la Madeleine. Excellente rentrée judiciaire à tous et toutes. Merci et bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup, M. le juge Rolland. Je vous invite, M. le ministre de la Justice, à bien voir l'opinion que vous avez laissée à l'auditoire.
membres de la magistrature, Monsieur le ministre délégué aux régions, député de Gaspé, chers collègues, Monsieur le maire de Percé, Madame la préfète, j'ai bien compris tantôt, lors de nos conversations, membres du barreau de Meaux, membres du barreau du Québec, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, à titre de ministre de la Justice du Québec, d'être présent ici à Percé, à l'occasion de cette rentrée judiciaire du barreau Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Cela est d'autant plus agréable que cette rentrée judiciaire, la première de l'année 2013-2014, nous permet de souligner d'une manière toute particulière, notamment, on y a fait référence, le 225e anniversaire du district judiciaire de Gaspé et le 25e anniversaire de cette belle cour qu'est la Cour du Québec, puisque vous y avez fait référence, Madame la juge en chef Elisabeth Corté, que c'est demain. Demain, ça fera exactement 25 ans que la loi de 1988 instituant la Cour du Québec entrait en vigueur. Et là, j'ai appris qu'il y avait presque une autre célébration. En fait, on soulignait le quasi 25e anniversaire d'arrivée au poste de juge de M. le juge en chef associé, M. le juge Pitchen. Alors, à l'avance, M. le juge Pitchen, nous soulignons cet anniversaire également. Et bien sûr, cette rentrée judiciaire est aussi l'occasion d'assister à la signature d'une convention de jumelage entre le barreau du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine, que vous dirigez avec tant de dynamisme, Mme la bâtonnière Duguay, c'est remarquable. Entre donc ce barreau que vous dirigez et le barreau de Meaux, représenté ici par le bâtonnier Maître Henri Jacques Fagnon et deux anciens bâtonniers. À vous, chers amis de Meaux, bienvenue au Québec. En matière de justice, vous le savez, la priorité absolue du gouvernement du Québec concerne l'accessibilité à la justice. Il importe en effet que notre système de justice soit plus accessible, plus proche de nos concitoyens, moins lourd, moins coûteux, plus rapide, et qu'il fasse davantage appel aux nouvelles façons de faire, aux nouveaux modes de règlement des conflits que sont par exemple la médiation et la conciliation. Au cours des dernières années, mes deux prédécesseurs immédiats, Kathleen Veil et Jean-Marc Fournier, avaient amorcé le travail en ce sens. Depuis un an, j'ai voulu poursuivre sur cette lancée en allant encore plus loin. Avec l'appui de la Première ministre, toute une série de gestes ont ainsi été posés. Des gestes que j'ai eu l'occasion d'exposer en détail lors du Congrès du barreau du Québec en juin dernier. Aujourd'hui, je me contenterai de parler de 3 dossiers qui seront pour moi prioritaires au cours des prochains mois. Premièrement, plusieurs y ont fait référence au cours de la dernière heure, le nouveau Code de procédure civile. Comme vous le savez, dans le but d'alléger notre justice civile, d'en réduire les coûts, d'en réduire les délais, notamment, j'ai déposé le 30 avril dernier le projet de loi numéro 28 instituant le nouveau Code de procédure civile. Dans quelques jours, les 10, 11 et 13 septembre prochains, la Commission des institutions de l'Assemblée nationale procédera aux dernières consultations sur ce projet avant d'entamer l'étude article par article, dernière étape législative avant l'adoption finale du projet de loi. À la mi-septembre, donc, le tout sera entre les mains des parlementaires. Si l'opposition consent, ce qui n'est pas encore acquis, si l'opposition consent à former une sous-commission pour procéder rapidement à l'étude article par article, nous pourrions voir le projet de loi 28, le nouveau Code de procédure civile, adopté en décembre, au plus tard en février. Je le souhaite vivement pour le bien de notre justice civile et dans l'intérêt de tous nos concitoyens. Donc, première priorité au cours des prochains mois, le nouveau Code de procédure civile. Deuxième priorité, je me retourne vers la juge en chef. Vous savez que j'ai fait mon stage il y a 30 ans avec la juge en chef, qui dirigeait alors l'aide juridique à Montréal. Je m'excuse, chef juge en chef, chère Elisabeth, de le rappeler. Vous étiez très jeune, je l'étais aussi. Alors, deuxième priorité, l'ajout de nouveaux juges à la Cour du Québec. Comme vous le savez,
afin que notre système de justice soit plus rapide, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité l'an dernier l'ajout de 20 juges supplémentaires à la Cour du Québec, de 270 juges à 290. Depuis mon entrée en fonction en septembre dernier, quelques juges ayant aussi pris leur retraite, j'ai déjà procédé à la nomination de 30 nouveaux juges à la Cour du Québec, dont le juge Denis Paradis, ici, à Percy. 30 juges en moins d'un an, c'est probablement un record. Mais j'ai l'intention d'augmenter le record au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que j'entends poursuivre sur cette lancée. Et donc procéder à la nomination d'une vingtaine de nouveaux juges à la Cour du Québec d'ici la fin de l'hiver. Donc, vous y avez fait référence, Mme la juge en chef, très bientôt, question de jour, peut-être de semaine, très bientôt, un nouveau juge ou une nouvelle juge à la Chambre civile et à la Chambre de la jeunesse à Rimouski. Enfin, troisième priorité, l'aide juridique. Depuis bientôt 30 ans, une personne célibataire travaillant à temps plein pour salaire minimum n'est pas admissible à l'aide juridique gratuite. Depuis bientôt 30 ans. C'était tout le contraire lorsque l'aide juridique a été créée, lorsque la loi a été adoptée par mon prédécesseur Jérôme Choquette, et pendant toutes ces années, jusqu'au milieu des années 80. Dans un souci, en fait, c'est inacceptable. Dans un souci d'accessibilité à la justice, et pour permettre à 1,5 million de personnes de plus de bénéficier de l'aide juridique gratuite, il faudra bouger sous peu sur ce dossier. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de revenir à la charge sur ce dossier qui me tient vraiment à cœur. Je le disais, je suis un peu un enfant de l'aide juridique. J'ai eu l'occasion de revenir à la charge sur ce dossier auprès de la Première ministre, du président du Conseil du Trésor, de plusieurs de mes collègues ministres, et j'espère, malgré la situation toujours difficile, bien sûr, vous le savez, de nos finances publiques, j'espère être en mesure de faire une annonce importante là-dessus au cours des prochaines semaines. C'est pour moi une priorité. Alors voilà donc, d'ici 6 mois, on m'a donné l'échéance de 6 mois, on y va par 36 mois ou d'années. D'ici 6 mois, le contexte étant celui que vous connaissez, d'ici 6 mois, 3 priorités. Le nouveau code civil, l'ajout de nouveaux juges à la Cour du Québec, et si on le pouvait, une augmentation importante des seuils d'admissibilité à l'aide juridique gratuite. Je pense que si tout cela se réalise, en plus du reste, sur lequel je resterai mes propos aujourd'hui, si tout cela se réalise, on aura fait, encore une fois, un autre bon bout de chemin supplémentaire en matière d'accessibilité à la justice au Québec. Au plan régional, en fait, je ne sais pas si on peut parler d'une région, en fait, c'est plusieurs régions, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les îles de la Madeleine, mais eu égard, disons, au territoire couvert par votre barreau, le barreau Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, il y a un dossier sur lequel vous y avez fait référence tantôt, Mme la Bantanière, je ne peux m'empêcher de dire quelques mots. Il y a un dossier qui a cheminé plus que positivement dans la dernière année. Grâce, et tantôt je parlais de votre dynamisme, mais grâce beaucoup à votre dynamisme, Mme la Bantanière Duguay, le dynamisme du premier conseiller, Maître Pierre Lévesque, qui m'ont interpellé sur ce dossier dans les premiers jours de mon mandat il y a 1 an. C'est bien sûr le dossier de l'agrandissement et de la rénovation du palais de justice de Rimouski. Et moi, je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble dans ce dossier qui était, malgré plusieurs annonces ministérielles répétées, qui s'était littéralement embourbé dans la machine bureaucratique du gouvernement du Québec. Et c'était le cas depuis au moins 6 ans. Mais certains me diraient que c'était encore plus que 6 ans. Je le disais, Mme la Bantanière, vous en avez parlé avec le premier conseiller dès le mois de septembre l'an dernier. Je suis allé visiter le palais de justice en octobre. La communauté s'est mobilisée, non seulement le barreau, mais la magistrature, le député, les procureurs en poursuite tribunal et pénal, je vois Maître Morin qui est présent parmi nous aujourd'hui, les avocats, le CAMAC, le personnel du palais de justice et j'en passe. Et j'ai ensuite, avec le député de Rimouski, littéralement harcelé le président du Conseil du Trésor, M. Stéphane Bédard, et nos efforts collectifs, à tous et à toutes, ont porté fruit.
puisqu'effectivement, comme vous le disiez, le 21 mars dernier, j'ai pu annoncer un investissement de 73 millions de dollars pour agrandir et rénover le palais de justice de Rimouski. Les appels d'offres pour les plans de devis ont été lancés le 5 juillet dernier. Ça vient de se terminer et l'échéancier suit son cours de manière normale. Et donc, d'ici quelques années, Rimouski aura un nouveau palais de justice, un des plus modernes au Québec, à la fine pointe de la technologie, qui permettra de remédier au manque d'espace et aux lacunes du bâtiment actuel, notamment en matière de circulation et de sécurité, en devenant un lieu accueillant et fonctionnel, tout en préservant le patrimoine architectural. En terminant, je tiens à répéter ce message que j'ai lancé lors du dernier congrès du barreau. Votre collaboration à tous et à toutes est essentielle pour faire bouger les choses en matière de justice. Et je pense que le dossier du palais de justice de Rimouski est justement un bon exemple où on a réussi à faire bouger les choses, à faire bouger la machine bureaucratique de Québec en se mobilisant tous et toutes. Parce que quand on travaille tous ensemble, et j'inclus la magistrature, les avocats, quand on travaille tous ensemble, quand on pousse tous dans la même direction, on peut avoir des résultats et des résultats très concrets. Cela dit, je sais déjà que je peux compter sur votre collaboration, sur votre appui, l'appui de la grande famille de la justice pour faire avancer au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année, notre droit et améliorer notre système de justice. Je vous remercie d'ailleurs d'avance de votre soutien. Merci, Mme la bâtonnière, pour votre invitation. Chère Catherine, bravo à toute votre équipe pour son dynamisme, pour le dynamisme qui anime les membres du barreau dans cette section. Malgré un vaste territoire, j'ai eu l'occasion de le constater au cours des derniers jours, parce que je suis passé, comme vous le savez, par Carleton-sur-Mer et tous les autres villages et villes jusqu'ici. Malgré un vaste territoire et de nombreux défis donc, que ça représente. Alors, merci pour votre invitation, merci à tous pour votre accueil et je vous souhaite à tous une bonne rentrée judiciaire, une excellente année. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Et nous allons procéder, si vous voulez bien, Maître Gerfagnon, si vous n'avez pas changé d'idée, à la signature, tant entendu, de la convention de jumelage. Je comprends que le stylo va être fourni par le beurre au mont. Je connais, nous avons échangé sur le sujet. Bien, donc je n'ai pas besoin de dire oui. Mon conjoint n'est pas très loin. On va laisser faire. Alors, merci beaucoup au nom du barreau du Bas-Saint-Laurent de spécialisé de la Madeleine. Je crois que ça va être très profitable. Merci au nom du barreau. Alors, ça, c'est une différence de mots. Alors, ceci étant dit, je vous remercie tous. Je crois qu'on a eu vraiment une belle... moi, j'ai beaucoup aimé cette rentrée des tribunaux judiciaires. J'ai trouvé ça très intéressant. J'aurais quasiment le goût de tous vous demander de nous envoyer votre discours tellement j'ai trouvé que c'était riche en recherche, vraiment. Alors, sur ces paroles, on était invité par la ville de Percé, M. le maire est présent, M. Bruno Cloutier, à se rendre pour un cocktail à l'hôtel de ville de Percé. Auparavant, je vous demanderais, j'aimerais qu'on puisse prendre une photo officielle là, avant de traverser l'hôtel de ville. Puis, à compter de 18h30, ce sera à la cour de surprise où on aura un souper sans discours, mais un peu d'accordéon et de piano. Alors, on devrait avoir une belle continuation. Alors, merci beaucoup. Puis, on procédera au photo officiel. Puis, on va procéder par contre à lever l'assemblée.